Bonjour, je vais vous présenter la deuxième partie de la vidéo concernant la couleur. Et cette deuxième partie s'intitule Mesurer la couleur. Ça peut paraître curieux de mesurer une couleur. Je vous ai dit dans la première partie que la couleur c'était une fabrication du cerveau à partir de la lumière reçue. Je pourrais ajouter que tout le monde ne voit pas les couleurs de la même façon. Avec l'âge, la perception devient de moins bonne qualité. Et donc, comment mesurer quelque chose qui n'est pas très matériel? Pourtant, il fallait bien essayer de mesurer la couleur. Avec le développement du monde industriel, il s'est apparu utile de mesurer des grandeurs telles que les longueurs partout dans le monde de la même façon. De façon à ce que quand quelqu'un commande une pièce mécanique à fabriquer à l'autre bout du monde, la fabrication se fasse en respectant les longueurs exigées au départ, et il faut que tout le monde travaille de la même façon. Alors de la même façon, avec l'industrie de l'impression, il a fallu aussi s'entendre. Si je fais imprimer des affiches à l'autre bout du monde, il faut que la couleur qui soit imprimée corresponde à ce que j'avais demandé, que ce ne soit pas une autre couleur. Donc il faut mesurer la couleur et s'accorder sur une façon universelle de mesurer la couleur. Pourquoi également mesurer la couleur? Parce que, avec l'apparition de la photographie numérique des ordinateurs, on travaille actuellement sur ordinateur, et l'ordinateur, il ne connaît pas la couleur, il connaît des chiffres. Et il va travailler sur des chiffres. Quand vous partez d'une couleur qui s'exprime par un pourcentage de rouge, de vert, de bleu donné, et que vous voulez désaturer un peu cette couleur sur votre photo, eh bien l'ordinateur, lui, va travailler sur les chiffres d'origine, pourcentage de rouge, de vert, de bleu par exemple, et puis il va faire une opération mathématique pour transformer ces trois premiers chiffres en trois seconds chiffres qui vont correspondre à une désaturation de la couleur. Donc il faut mesurer la couleur et il faut que aussi tout le monde travaille de la même façon. Ça marche pas mal au niveau de la couleur, cette façon universelle de faire, du moins tant qu'on reste avec des façons de mesurer un peu universelles. Alors la façon de mesurer universelle des couleurs pour les photographes, c'est de faire des couleurs dans l'espace de couleurs dit sRGB. Tout le monde travaille sans le savoir de la même façon. Sur Internet, toutes les photos sont calibrées ou mesurées dans cet espace de couleurs. Les imprimantes, les appareils photo sont conçus pour travailler dans cet espace de couleurs. Donc tant qu'on reste dans cet espace de couleurs, ça marche bien. Les photos sont à peu près correctes, sont correctes. Les photos imprimées sont correctes sans trop se poser de questions. Par contre, dès qu'on veut affiner un petit peu, dès qu'on est un petit peu plus exigeant, on va travailler avec d'autres notions de la couleur, avec d'autres standards, avec des espaces photographiques différents. Et là, ça se complique parce que c'est comme si on travaillait une fois avec des unités de longueur exprimées en pouces, et que la personne à qui on s'adresse, ou l'ordinateur sur lequel on confie son travail, lui, il interprète ce nombre de pouces comme étant une longueur exprimée en centimètres. Et donc, le résultat ne va pas être du tout satisfaisant. Alors c'est pareil avec le problème des espaces de couleurs qui sont aussi nombreux. Et dès qu'on veut affiner les problèmes, ça se complique un peu. Alors tout d'abord, on va regarder comment on a pu établir au début du XXe siècle, comment on a pu établir une façon de mesurer les couleurs, une façon universelle de mesurer les couleurs. Alors, comme d'habitude, je vais décaler l'image
l'image ici, et on va pouvoir aborder la deuxième partie. Alors comment au début du XXe siècle on a mis en place une façon universelle de mesurer les couleurs? Eh bien, des physiciens, des ingénieurs ont établi un protocole. Ils ont sélectionné d'une part un grand nombre de personnes, a priori personnes dont la vision était correcte, pas de daltonien parmi ces personnes, et ils ont demandé à toutes ces personnes, une à une, de se prêter à un exercice. En résumé, d'une façon simplifiée, cet exercice consistait à envoyer sur un écran une couleur pure issue de la décomposition par un spectre. Donc on pouvait sélectionner une couleur pure, un vert pur ou un rouge pur, dans une partie de l'écran, et dans la deuxième partie de l'écran, eh bien, la personne qui était soumise au test devait mélanger trois couleurs issues d'un projecteur rouge, un projecteur bleu, un projecteur vert, avec trois potentiomètres. Et il devait pondérer les réglages de ces trois potentiomètres pour que la couleur fabriquée à partir des trois sources de couleurs rouge, vert et bleu soit semblable ou identique ou le plus proche possible de la couleur la couleur pure issue de la décomposition de la lumière par un spectre. Et cette expérience a été faite pour un grand nombre de couleurs et avec un grand nombre de personnes. À partir de cette analyse, les physiciens en ont déduit la sensibilité moyenne de la vision humaine pour chacune des couleurs rouge, vert ou bleu. Ces sensibilités moyennes obtenues auprès d'un grand nombre de personnes ont été établies sous forme de courbes qui sont appelées les fonctions colorimétriques. Il y a une fonction colorimétrique pour le bleu, pour le vert et pour le rouge. Alors faites pas attention, l'image elle est pas correcte, ces trois courbes devraient être décalées sur la gauche pour couvrir l'espace visible. Il y a eu un petit problème quand j'ai reconstitué cette image. Mais donc il existe des courbes de base qui ont été établies par des moyennes sur un grand nombre de personnes, qui sont des fonctions colorimétriques de base. Alors c'est très intéressant parce que on va être capable mathématiquement de savoir à partir d'une répartition spectrale d'une couleur. Et, par exemple, le jaune issu des fleurs dont je parlais dans le premier exposé. Une répartition spectrale d'une couleur connue que je peux mesurer avec un appareil, avec un spectromètre. Je peux mathématiquement combiner cette courbe qui correspond à une réalité physique. Je peux la combiner avec les fonctions colorimétriques de façon à aboutir mathématiquement à trois grandeurs qui sont le pourcentage de rouge, de vert et de bleu issus de cette combinaison de fonctions. Pour les mathématiciens, c'est une intégrale avec la courbe spectrale initiale et puis la fonction colorimétrique de rouge, de vert ou de bleu, et ceci en fonction des longueurs d'onde. Et on aboutit à trois chiffres. Et ces trois chiffres sont les caractéristiques de la couleur correspondant à ce spectre. Et à partir de là, on va pouvoir faire un certain nombre d'opérations et de calculs. Donc une couleur se mesure par trois grandeurs. Par exemple, le pourcentage de rouge, de vert, de bleu, ou trois autres grandeurs, on verra plus tard quelles peuvent être ces grandeurs. Mais il faut trois grandeurs différentes pour mesurer une couleur. C'est un peu inhabituel, parce qu'on a l'habitude de dire quand on mesure une grandeur, une longueur, on a un chiffre. 2 mètres, 3 mètres, quand on mesure une masse, on a 1,5 kg ou autre. Mais il existe des grandeurs qui se mesurent avec plusieurs chiffres. En météorologie, la température se mesure avec un chiffre, le vent se mesure avec 2 chiffres. La direction du vent et son intensité. Alors les couleurs, elles, se mesurent avec 3 chiffres. Si on veut les représenter, ces couleurs, dans un diagramme, c'est pas facile,
parce qu'il faudrait 3 dimensions, et souvent on n'a que 2 dimensions. Donc la représentation des couleurs en fonction de 3 grandeurs peut se schématiser par l'image qui est à gauche ici. On a les 3 grandeurs, c'est pas très pratique, mais les ingénieurs ont eu la bonne idée de dire que parmi les 3 grandeurs, on n'allait pas mettre du rouge, du vert et du bleu, on allait mettre 3 autres grandeurs. Les 3 autres grandeurs parmi les 3 autres grandeurs, 2 correspondent à des couleurs. C'est les grandeurs qui sont caractérisées par les axes horizontaux, X et Y. Et l'axe vertical va être un axe où on va mesurer l'intensité lumineuse. C'est-à-dire on va partir du sombre au clair. Mais des couches successives donc, vont représenter des diagrammes sensiblement les mêmes. Donc la couleur, indépendamment de l'intensité lumineuse, peut se représenter par 2 dimensions, puisque la 3e dimension, qui est l'intensité lumineuse, on n'en tient pas compte pour l'instant. Et on va pouvoir couper ce volume ici par un plan horizontal, et on va voir une représentation des couleurs en fonction de 2 grandeurs arbitraires, qui varient de 0 à 0,8 ici et de 0 à 0,9 de l'autre côté. Et pour deux chiffres donnés, 0,4 ici et puis 0,5, on va obtenir ici un jaune-vert. Donc ce jaune-vert se caractérise par les chiffres 0,4 et 0,5. Donc on a une représentation des couleurs, et ça a donné lieu, c'est ce que vous voyez ici, à un diagramme de couleurs. Vous en avez peut-être entendu parler, vu sur des revues ou dans des livres concernant la photographie. Alors sur ce diagramme, ce qui est intéressant de regarder, c'est que la courbe extérieure ici correspond aux couleurs pures issues de la décomposition de la lumière par un prisme. Donc on retrouve les couleurs pures dont on a parlé dans la première partie. Ici, sur la droite, qui est en bas, on a également des couleurs pures, mais c'est des couleurs pures, mais ce sont des couleurs qui ne proviennent pas de la décomposition par un prisme, donc des couleurs qui ne sont pas présentes dans l'arc-en-ciel. On l'appelle la droite des pourpres. À l'intérieur, on a des couleurs désaturées par rapport aux couleurs saturées qui sont sur les bords. Alors ce diagramme est intéressant parce qu'il va nous donner une idée des opérations mathématiques qu'on peut faire sur les couleurs. Alors tout d'abord, il y a un point central qui va correspondre à du blanc ou du gris selon la position verticale de cette image. Donc on a le blanc au milieu ici. Si je trace une ligne droite autour qui passe par ce point central, j'obtiens 2 couleurs extrêmes M et M', qui sont dites complémentaires. Les couleurs M et M' sont complémentaires, quelle que soit la droite que je passe. Je peux avoir des couleurs complémentaires avec un vert situé en haut ici, et puis un magenta qui va être situé par ici. Un point C situé entre le point blanc ici et le point de saturation extrême va correspondre à une couleur identique à la couleur M' ici. On a la même couleur mais désaturée. Désaturée, devenant de plus en plus grise au fur et à mesure qu'on s'approche du point central. Si je prends 2 couleurs données, 2 sources lumineuses, une source verte et une source lumineuse rouge, et que je mélange les couleurs issues de ces sources lumineuses dans des proportions variables, j'obtiendrai une couleur qui est située sur cette droite VR. Alors plus proche du rouge si je mets plus d'intensité dans l'éclairage rouge, ou plus proche du vert. Donc j'obtiens un point C quand je mélange 2 couleurs. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que si je prends 3 sources lumineuses, une caractérisée par un vert qui est ici, une caractérisée par un rouge qui est ici, une caractérisée par un bleu qui est ici. Si je mélange ces 3 couleurs, quelle que soit la façon dont je mélange, je vais obligatoirement obtenir une couleur qui est à l'intérieur du triangle VBR.
c'est-à-dire avec 3 sources lumineuses, je ne peux pas reproduire la totalité des couleurs visibles par l'œil, puisque les couleurs qui sont à l'extérieur de ce triangle sont des couleurs visibles par l'œil, plus saturées, très saturées même, mais pas visibles par reconstruction, ici. En fait, si j'ai une couleur très saturée, S, qui existe mathématiquement ou dans la mémoire de l'ordinateur, correspondant à un pixel d'une image, et que je visualise ce pixel ou cette couleur sur l'écran d'un ordinateur pour lequel je ne peux construire que des couleurs qui sont à l'intérieur de ce triangle-là, eh bien la couleur qui va être représentée est la couleur S'. Quand je relis la couleur de base S au point blanc, je coupe ce triangle au point S' et la couleur qui va être représentée va être une couleur moins saturée que cette couleur-là, donc je ne peux pas représenter les couleurs très saturées avec un moyen de reproduction des couleurs telles qu'un écran d'ordinateur ou de télévision ou de tout autre. Alors le premier espace de couleurs qui a été normalisé dans le milieu du XXe siècle n'était pas satisfaisant pour différentes raisons et il a été remplacé, j'ai plus la date en tête, dans les années 70, par un espace de couleurs standard, universel. C'est un peu le maître étalon de la couleur, qui est l'espace standard CIELAV. Et donc dans lequel on peut le représenter ici par une sphère et toutes les couleurs visibles sont à l'intérieur de cet espace. Verticalement, on va passer du noir au blanc en passant par toute nuance de grise sur cette ligne centrale de la sphère. Et puis, si je coupe cette sphère dans un plan médian ici, je vais avoir les couleurs qui sont représentées par un axe où on va de la couleur vert très saturée en passant par le gris neutre et en allant vers le rouge très saturé, et un autre axe où on va passer cette fois-ci du bleu au jaune, et toutes les couleurs sont sur cet axe. Donc L représente la clarté, A représente une gamme sur un axe vert-rouge, et B représente une gamme de couleurs sur un axe bleu-jaune. Le centre du diagramme est achromatique, c'est-à-dire c'est un gris, et plus on s'éloigne du centre, plus la couleur est saturée. C'est l'espace universel CIELAB. On a vu dans la première partie que la couleur d'un objet dépendait de la source qui éclaire cet objet. Et donc, un petit point supplémentaire par rapport à ce que j'ai dit, concerne cette façon d'éclairer un objet. Si on veut travailler d'une façon normalisée pour définir des couleurs d'une façon universelle, il faut définir la façon dont on éclaire l'objet sur lequel on va travailler. Et donc il y a des standards industriels qui ont été mis en place avec des sources lumineuses bien définies, qui ont des caractéristiques spectrales définies par la CIE, qui a nommé ces sources lumineuses des illuminants. Alors, le standard industriel pour la lumière du jour, c'est le D65, dans le secteur de l'imprimerie et des arts graphiques. On a un autre standard qui est le D50. Mais D65 est l'illuminant lumière du jour de référence depuis 64. C'est la lumière du jour à midi en moyenne depuis le ciel au nord de la Terre et pour des applications variées dans l'industrie. Et D50 est plutôt l'illuminant de référence pour l'impression dans les arts graphiques et certifié en 75 par l'ISO, par la normalisation internationale. Vous entendrez parler un peu de ces illuminants et d'ailleurs les
le point central ici correspond à un illuminant bien précis. Bon, c'est pas la peine de rentrer dans le détail, c'est pour bien avoir une connaissance de ce qui se passe ici. Donc, pour résumer cette deuxième partie, la colorimétrie, c'est la science de la mesure de la couleur, qui permet de traduire une couleur par 3 grandeurs. Cette mesure a été définie en 1976 par une normalisation internationale avec le modèle CIE-LAB, dans lequel une couleur est repérée par 3 valeurs, la luminance, exprimée en pourcentage, et 2 gammes de couleurs allant respectivement du vert au rouge et du bleu au jaune. Les valeurs, je ne suis pas sûr de moi concernant les valeurs limites 120, moins 120 et plus 120. Comme une couleur se mesure avec 3 grandeurs, on parle d'espace colorimétrique, parce qu'on vit dans un espace à 3 dimensions. Et c'est pratique de représenter les couleurs dans un espace à 3 dimensions. Donc j'ai 3 grandeurs pour mesurer une couleur. Ces 3 grandeurs, si je prends 3 grandeurs au hasard, peut-être que je n'aurai aucune couleur correspondant à ces 3 grandeurs. Seules les combinaisons de couleurs conduisant à un point situé à l'intérieur du volume définit la sphère de l'espace de couleur international correspondent à une couleur. Tout point avec des coordonnées qui seront à l'extérieur de cette sphère ne correspondra à aucune couleur. Donc on a maintenant, depuis 1976, une façon universelle de travailler avec les couleurs, et on peut, quand on mélange des couleurs, on peut faire la correspondance de ce mélange en jouant mathématiquement sur les 3 grandeurs. Des logiciels comme Photoshop travaillent avec ce modèle CIE-LAB. La façon dont Photoshop combine les couleurs, fait des calculs mathématiques pour mélanger les couleurs, pour désaturer, pour saturer ou éclaircir ou autre. Le Photoshop travaille avec des grandeurs qui sont dans le modèle CIE-LAB. Voilà pour cette deuxième partie. On va se revoir concernant une troisième partie concernant la couleur des photographes. Merci de votre attention. À bientôt.